Bonjour, chers collègues. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir un webinaire sur les recommandations concernant l'utilisation de méthodes contraceptives hormonales par les femmes exposées à haut risque de VIH. Et je suis le docteur Trifoni Ngourouziza. Je vais juste présider cette session. Mais la présentation sera faite par Dr Léopold Ouedraogo, qui est le point focal de la santé sexuelle et reproductive au bureau régional de l'OMS basé à Brazzaville. Je vois que vous êtes nombreux à ce webinaire très important. Et je voudrais juste vous dire que nous allons faire la présentation et que pendant la présentation, s'il y a une question, vous pouvez l'écrire dans la partie droite de votre ordinateur et vous pouvez taper le message ou la question et sera répondu après par le présentateur et moi-même. Euh, je vais sans plus tarder. Euh, Comme vous le savez, c'est, ce sujet d'aujourd'hui est un sujet d'information très spécial parce que l'OMS a mis à jour les recommandations pour les médicaments injectables à base de progestatifs chez les femmes à haut risque de contracter le VIH. Il s'agit d'une question très critique en Afrique subsaharienne où les femmes ont en général un risque élevé de contracter le VIH. Et aussi, les contraceptifs hormonaux constituent une composante importante du mélange de méthodes contraceptives et une grossesse non souhaitée est fréquente. Euh, euh, Ce briefing donne à nos collègues l'occasion de discuter des lignes directives et des outils de communication que nous avons développés pour faciliter la diffusion et la mise en œuvre de cette nouvelle recommandation. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la zone de questions dans le panneau de commande sur le côté droit de votre écran et nous rassemblerons toutes vos questions et nous les traiterons un à un dans la séance de discussion ouverte après la présentation. Je passe la parole maintenant à Léopold pour que il puisse commencer la présentation. Et je voudrais demander à tout le monde de mettre votre téléphone ou votre écouteur sur mute quand vous écoutez pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Léopold, tu as la parole. Ok, merci, Trifoni. Bonjour, chers collègues, chers collaborateurs, chers partenaires de la santé et de la reproduction. Permettez-moi tout d'abord de vous témoigner toute notre reconnaissance pour votre disponibilité, pour le temps pris dans vos différents agendas de travail que nous savons très chargés, pour échanger avec nous aujourd'hui sur cette thématique très importante, comme vient de le rappeler donc Trifoni. Et cette thématique en rapport avec l'éligibilité des méthodes contraceptives hormonales pour les femmes exposées à un risque élevé d'infection par le VIH. Et comme dit tout à l'heure, c'est effectivement une question préoccupante pour notre région africaine, où les femmes, les adolescentes présentent encore d'énormes besoins non couverts en contraception, avec toutes les conséquences que nous connaissons bien en termes de poids, de morbidité et de mortalité maternelle, néonatale et infantile. Région également où la grande préférence euh, pour les clientes se porte sur les contraceptifs hormonaux injectables, notamment en raison de leur excellente efficacité, de leur tolérance, de leur facilité d'utilisation, de leur discrétion également et de leur relative innocuité. Et malheureusement, région où les risques d'infection au VIH sont les plus élevés au monde. Donc, les femmes, pour cela, et les adolescentes dans nos pays ont besoin d'être informées de façon appropriée afin d'arriver à une prise de décision éclairée. Donc, merci encore pour la disponibilité
Prochaine diapositive. Alors, quand on parle de conception au niveau donc de l'OMS, on se réfère automatiquement à un document de base. Et le document de référence dont il s'agit est celui qui est intitulé donc Critères de recevabilité pour l'adoption et l'utilisation continue des méthodes contraceptives. Et c'est le MIC, selon l'abréviation en anglais. Et le 1er juin 2015, comme nous le savons, l'OMS a publié la 5e édition de ce document qui comporte plus de 2000 recommandations pour 25 méthodes contraceptives différentes et qui traite de plus de 80 pathologies médicales ou caractéristiques personnelles. Et ce qu'il faut noter également, c'est que l'OMS suit avec attention la publication des nouvelles données issues de la recherche pour actualiser ses lignes directrices compte tenu de l'état des connaissances dans ce domaine. Et c'est ainsi que le guide est mis à jour de façon régulière et lorsque de nouvelles données probantes apparaissent. Et les recommandations tiennent compte d'un certain nombre de conditions, en rapport notamment avec soit les caractéristiques individuelles, soit le statut physiologique, les besoins particuliers des patientes, un état de santé particulier, un antécédent médical connu, par exemple l'hypertension, le diabète, ou un risque élevé d'infection par le VIH également. Donc, ce guide qui regroupe donc toutes ces orientations offre ainsi aux programmes nationaux de planification familiale un ensemble complet de recommandations sur la sécurité donc, des méthodes contraceptives. Diapositive suivante. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que afin de faciliter la prise de décision, l'OMS utilise un système de classification dans ce document-là. C'est une classification en 4 catégories pour savoir si une patiente est éligible ou non pour une méthode donnée en fonction de ses caractéristiques, de ses conditions physiologiques ou pathologiques particulières. Donc, la catégorie 1 indique que la pathologie ou la caractéristique de la personne n'appelle aucune restriction quant à l'utilisation de la méthode contraceptive en question. La catégorie 2 indique que les avantages de la méthode contraceptive l'emportent en général sur les risques théoriques ou avérés. Donc, la méthode contraceptive peut en général être utilisée. La catégorie 3 donc, se rapporte à des pathologies ou caractéristiques pour lesquelles les risques théoriques ou avérés l'emportent généralement sur les avantages procurés par l'emploi de la méthode. Donc, fournir une méthode de contraception à une femme dont la pathologie ou la caractéristique entraîne un classement dans la catégorie 3 requiert un accès à des services cliniques ou une appréciation clinique approfondie. Donc, c'est généralement vraiment lorsque on n'a pas d'autre choix qu'on peut accepter la catégorie 3, d'utiliser la contraception dans la catégorie 3. Et les pathologies de catégorie 4 sont celles pour lesquelles la méthode ne doit pas être utilisée car elle équivaut à un risque inacceptable pour la santé. Dans ces conditions, l'utilisation de la méthode est contre-indiquée. Diapositive suivante. Alors, de façon pratique, dans les cas où les ressources permettant d'obtenir un avis clinique sont limitées, où il n'y a pas une grande expertise clinique, le cadre de classement en 4 catégories peut être simplifié en 2 catégories, comme nous le voyons à l'extrême droite de ce tableau. Et ainsi donc, une femme dont la pathologie ou la caractéristique relève des catégories 1 ou 2 peut utiliser la méthode contraceptive, et une femme dont l'état relève des catégories 3 ou 4 ne devra pas utiliser la méthode. Donc, c'est cette classification simplifiée qui est donc de façon pratique utilisée pour faciliter la prise de décision, notamment dans les conditions où l'expertise clinique est limitée. Diapositive suivante. Alors, ce tableau résume en fait les recommandations de la dernière édition du MIC pour ce qui concerne l'éligibilité des méthodes contraceptives hormonales pour
les femmes présentant un risque élevé d'infection par le VIH. Donc, ce sont les dernières données de MIC, donc de 2015, la 5e édition qui est sortie en 2015. Et ce qu'il faut déjà noter, c'est que depuis lors, en fait, les données sur la question de savoir si l'utilisation de méthodes de contraception hormonale est associée ou pas à un risque accru d'acquisition du VIH pour les femmes ne sont pas concluantes. Il y a encore beaucoup d'incertitudes et on voit que dans cette dernière édition du MSI, la condition femme à haut risque d'infection par le VIH était classée jusque-là dans la catégorie 1 pour l'ensemble des méthodes contraceptives, à l'exception du DU au levonorgestrel classé 2, donc aussi utilisable. En d'autres termes, donc, les femmes à haut risque d'infection par le VIH pouvaient utiliser donc jusque-là sans restriction toutes les méthodes contraceptives hormonales disponibles. Que ce soit les contraceptifs hormonaux combinés, les pilules à seul progestatif, les implants à seul progestatif, mais également les contraceptifs injectables à seul progestatif, tels que l'acétate de médroxyprogestérone retard, le DMPA, et l'énanthate de norethistérone. Donc, tout cela en l'absence d'éléments probants sur le rôle accélérateur ou non de la contraception hormonale dans la transmission du VIH. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est qu'il y avait quand même une explication additionnelle en rapport avec les contraceptifs injectables à seul progestatif, notamment l'acétate de médroxyprogestérone retard et l'énanthate de norethistérone, comme on le voit dans le tableau. Il y a une étoile au-dessus du 1 pour le DMPA et le NETN. Et pour ces derniers, on voit l'explication en bas. Il y a des éléments de clarification qui étaient demandés. Il était demandé aux prestataires d'expliquer aux clients les incertitudes persistantes quant à leur rôle facilitateur ou non dans la transmission du VIH chez les femmes. Donc, l'étoile au-dessus du chiffre 1 donc, se référait à cette explication additionnelle-là. Diapositive suivante. Alors, quel est le rationnel pour la revue de ces directives? En d'autres termes, donc, pourquoi cette revue donc, de ces recommandations-là? En fait, cela est intervenu en raison des incertitudes persistantes sur le rôle supposé de la contraception hormonale dans la transmission du VIH. Et bien sûr, de la pression des différents groupes d'utilisateurs et de décideurs. Et donc, conformément à son rôle premier normatif de veille et d'alerte en matière de sécurité sanitaire, donc l'OMS a donc entrepris en 2016 cette nouvelle revue des évidences scientifiques afin de savoir s'il y avait lieu de réviser les directives et recommandations y afférentes. Donc, il s'agissait de répondre à la question suivante: l'utilisation d'une méthode particulière de contraception hormonale augmente-t-elle directement le risque d'acquisition du VIH chez les femmes? Et c'est ainsi qu'il a été procédé à une revue systématique consistant en une vaste analyse des articles disponibles en la matière, publiée jusqu'en 2016. On voit qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été donc analysées. Mais toutefois, la grande contrainte a été le nombre limité des travaux répondant aux critères d'inclusion et aussi les limites méthodologiques qui ne permettent pas toujours de comprendre et de valider les résultats, avec souvent par ailleurs des résultats contradictoires entre les différentes études. Il y a des études qui semblent montrer qu'il y a une possible augmentation du risque, d'autres études montrent qu'il n'en est pas du tout le cas. Donc, vraiment, c'est des interprétations assez difficiles. Et le groupe chargé donc de l'élaboration des lignes directrices a en effet examiné la qualité globale des données épidémiologiques en accordant une attention particulière à la solidité et à la cohérence des données. Et les facteurs réduisant, il faut le dire aussi que les facteurs réduisant la qualité des données, des études du moins, sont en fait les limites inhérentes aux données, l'incohérence entre les études, l'imprécision des estimations, le caractère indirect des données, les biais et les facteurs de confusion qui se retrouvent donc dans la plupart des études publiées. Diapositive suivante. Ok, il faut juste rappeler que le processus de revue est passé par 4 étapes clés. Donc, c'est d'abord l'analyse du contexte.
l'analyse du contexte tient compte de la prise de décision basée sur une modélisation qui met en balance les risques de grossesse non intentionnelle, la mortalité maternelle et le risque d'infection par le VIH. Il y a les enquêtes sur l'interprétation des recommandations de l'OMS et puis bien sûr les éléments de perspective des gestionnaires de programme. La deuxième étape, c'est le résumé des résultats de la revue systématique. La troisième étape, c'est une analyse de la plausibilité biologique et des mécanismes potentiels de l'association contraception hormonale et infection par le VIH. Et enfin, la quatrième étape, c'est donc la formulation des recommandations qui se fait par consensus en considérant un certain nombre d'éléments clés. D'abord, la qualité de l'évidence, les valeurs et les préférences des utilisatrices et des prestataires, la balance entre les bénéfices et les effets néfastes de l'utilisation de la contraception, les choix contraceptifs, l'équité et les droits humains, l'acceptabilité et aussi la faisabilité. Diapo suivante. Juste pour dire que, en fait, les contraceptifs à seul progestatif ont fait l'objet d'une attention particulière au cours de cette revue, car étant bien sûr les plus sujets à incrimination. Diapositive suivante. Donc, par rapport à ces contraceptifs à seul progestatif, des éléments de valeur et de revue de préférence ont été analysés. Il y a eu donc une recherche systématique de 10 bases de données bibliographiques dont les rapports ont été publiés entre 2005 et 2016. Et on voit qu'entre 3846 citations identifiées, il n'y a eu que 206 qui répondaient aux critères d'inclusion, par exemple. Et ce qu'il est à noter également, c'est qu'il y avait une absence de littérature directe sur le lien entre la contraception hormonale et le risque d'infection par le VIH. Et pour les diapositives suivantes, on s'est également intéressé donc à ce que les femmes souhaitent, et on voit que globalement les femmes souhaitent une gamme variée de méthodes contraceptives, des méthodes qui sont efficaces, faciles à utiliser, avec peu d'effets indésirables. Elles souhaitent également avoir la décision finale sur le choix de la méthode. Pas qu'on leur impose une méthode, mais qu'elles aient le droit elles-mêmes de décider, après bien sûr des explications et des conseils appropriés de la part des prestataires. Et elles souhaitent bien sûr avoir une information exhaustive sur les méthodes disponibles et leurs effets secondaires. Pas seulement sur une seule méthode, mais sur la gamme des méthodes disponibles. Et il y a également une grande variabilité interne et entre les différentes études qui ont été relevées. On en a déjà parlé. Et les valeurs et les préférences donc ont été guidées par le contexte et les options disponibles. Diapositive suivante. Alors, on a abouti, donc, le groupe a abouti à cette table de décision basée sur l'évidence. Et on voit que pour ce qui concerne les facteurs, on a les jugements. La qualité de l'évidence, on a trouvé que dans la plupart des études, elles sont classées, cette qualité est classée de faible à modérée. Les bénéfices et les effets négatifs, les bénéfices l'emportent sur les effets néfastes attendus par l'utilisation de la méthode. Les valeurs et les préférences, il y a donc un appui pour optimiser le choix contraceptif éclairé et la disponibilité d'une large gamme de méthodes contraceptives, c'est ce que donc les femmes souhaitent. Par rapport à la priorité du problème, on en a déjà parlé, la contraception hormonale et le VIH constituent une priorité de santé publique, notamment dans notre région africaine. Les questions d'équité et de droits humains, il faut dire que les recommandations sont formulées donc sous contrôle de l'approche droits humains de l'OMS pour la contraception. Et la faisabilité, bien sûr, il y a une orientation claire pour la mise en œuvre, ce qui est réalisable. Et en termes d'implication financière, donc cette question n'était pas applicable. Diapositive suivante. Donc, le groupe a également examiné la plausibilité donc, de certains mécanismes biologiques et on s'est rendu compte que les progestogènes sont responsables de l'efficacité contraceptive et ont un impact sur plusieurs aspects de la physiologie humaine, notamment en raison de leur affinité pour les stéroïdes, qui sont bien démontrés. Et il y a des études chez l'animal qui ont montré un amincissement épithélial du tractus génital de la femelle, mais les données sont limitées sur l'influence des progestines dans la réplication du VIH.
les marqueurs de sécurité de VIH dans la filière génitale et sur la réponse immunitaire. Donc, on a vraiment des données limitées sur ces éléments-là qui sont assez importants à prendre en compte. Donc, des mesures plus précises du type de progestogène, la concentration et le mode d'administration sont encore requises pour une meilleure compréhension des effets biologiques et immunologiques des progestatifs sur donc, le VIH. Diapositive suivante. Alors donc, compte tenu de tout ce qui a été analysé, et sur la base donc, des données disponibles, le groupe chargé de l'élaboration des lignes directrices est parvenu donc par consensus à de nouvelles recommandations pour les progestatifs seuls injectables. Donc, c'est ce tableau-là qui est présenté ici, qui connaît donc une modification par rapport au tableau qui figure donc dans le MEC 2015 que nous avons présenté en début donc, de session. Et les recommandations relatives à l'utilisation de progestatifs seuls injectables par les femmes exposées à un risque élevé d'infection par le VIH ont été modifiées, la méthode passant de la catégorie 1 à la catégorie 2 dans les critères de recevabilité médicale pour l'adoption et l'utilisation continue des méthodes contraceptives. Et des explications complémentaires ont été ajoutées, comme on le voit là. Et pour ce qui concerne les autres méthodes de contraception hormonale, les recommandations restent inchangées. Donc, on le voit dans le tableau, pour ce qui concerne l'acétate de médroxyprogestérone retard et le NETN, on est passé de 1 à 2. Donc, c'est la colonne du milieu. Et c'est ça, donc, la modification essentielle. Donc, il faut dire que les femmes qui sont exposées à un risque élevé d'infection par le VIH peuvent utiliser toutes les méthodes de contraception hormonale. Les méthodes, puisque la catégorie 2 autorise également l'utilisation de la méthode. Les méthodes contraceptives hormonales suivantes peuvent être utilisées sans restriction. C'est les contraceptifs hormonaux combinés, les contraceptifs injectables combinés, les patchs et les anneaux contraceptifs combinés, les pilules de progestatifs seuls, les implants au lévonorgestrel et à l'étonogestrel. Donc, tous ces éléments sont classés catégorie 1, comme de par le passé. Les femmes pour lesquelles le risque d'infection par le VIH est élevé peuvent aussi utiliser les progestatifs seuls injectables, l'énatate de norépinéphrine et l'acétate de médroxyprogestérone retard, étant donné que les avantages de ces méthodes l'emportent généralement sur le risque accru éventuel d'infection par le VIH. Donc, c'est la catégorie 2 et c'est le sens de la catégorie 2. Et il faut donc signaler toujours que la qualité générale des données factuelles disponibles a été jugée soit trop faible, soit faible, soit encore faible à modérée pour les différentes méthodes contraceptives. Donc, c'est ça les limites de la revue. Et les explications complémentaires qui ont été données donc sont dans la slide. Et on demande à ce que les prestataires donc, puissent fournir ces informations aux patientes. Donc, il faut dire que certaines études continuent à suggérer une possible augmentation du risque d'infection par le VIH chez les femmes utilisant des progestatifs seuls injectables. Mais l'incertitude demeure quant à la question de savoir s'il s'agit de problèmes de méthodologie concernant les données ou d'un véritable effet biologique. Mais on sait également que dans de nombreux contextes, les grossesses non désirées et où la morbidité et la mortalité liées à la grossesse sont fréquentes, et les progestatifs seuls injectables sont parmi les rares méthodes contraceptives largement disponibles. Les femmes ne devraient pas se voir refuser l'utilisation des progestatifs seuls injectables du fait de préoccupations liées à un éventuel risque accru. Les femmes qui envisagent donc d'utiliser les progestatifs seuls injectables devraient être informées de ces préoccupations, de l'incertitude relative au lien de causalité et de la manière de minimiser le risque d'acquisition du VIH. Donc voilà la grande modification par rapport à l'ancienne classification donc, du MEC 2015. Diapositive suivante. Donc, il faut dire que ces nouvelles recommandations appellent les éléments de conclusion suivants. C'est que pour les femmes à risque élevé de VIH,
l'OMS ne recommande aucune restriction pour les contraceptifs hormonaux combinés, les pilules à seul progestatif ou les implants à seul progestatif. Les femmes à haut risque d'infection par le VIH peuvent continuer à utiliser l'acétate de médroxyprogestérone retard ou l'énanthate de norethistérone. Ces deux contraceptifs seuls injectables, à seul progestatif sont maintenant classés dans la catégorie 2. Mais cela pour surtout mettre l'accent sur l'optimisation des droits des femmes et des filles en matière de choix contraceptifs et de prise de décision éclairée, et également sur la nécessaire communication qui doit être plus claire sur le nécessaire et informatif counseling. Diapositive suivante. Alors, les femmes ne devraient pas se voir refuser l'offre d'injectables à seul progestatif. C'est un élément important. Et les femmes devraient être informées sur la possible augmentation du risque d'acquisition de l'infection à VIH et sur les incertitudes quant à une quelconque association causale. Également, il faut mettre un accent dans la communication avec les patientes sur le fait que l'utilisation régulière et correcte du condom, mâle ou femelle, est essentielle pour la protection contre les IST et le VIH. Diapositive suivante. Alors, quelles sont les implications pour les responsables politiques, les directeurs de programmes et les prestataires? Le premier point, c'est que les programmes de planification familiale peuvent continuer à proposer toutes les méthodes de contraception aux femmes à haut risque d'infection par le VIH. Les services complets de contraception et d'information conseils sur le VIH doivent être disponibles pour chacun à titre bénévole et sans aucune discrimination. Les conseils en contraception sont un élément important pour soutenir le choix et la prise de décision éclairée. Diapositive suivante. Il y a également que des efforts constants pour intégrer des services de grande qualité, de planification familiale et de VIH constituent une stratégie essentielle pour parvenir à une santé reproductive optimale pour tous. Donc, on insiste sur la nécessaire intégration des programmes planification familiale et VIH. Et les programmes nationaux sont appelés à élargir l'éventail des possibilités d'offres contraceptives de façon à ce que les femmes et les adolescentes aient une large gamme de choix contraceptifs possibles. Diapositive suivante. Alors, quel est l'engagement de l'OMS compte tenu des incertitudes persistantes sur l'interaction éventuelle contraceptifs hormonaux et VIH? L'OMS donc s'engage à revoir continuellement les recommandations sur l'éligibilité aux méthodes contraceptives, mais aussi et surtout à soutenir fortement les recherches ultérieures pour améliorer les réponses apportées à la fois à l'épidémie de VIH et aux grossesses non désirées. C'est un double fardeau et il faut qu'on s'occupe de ces deux fardeaux en même temps. Diapositive suivante. Alors donc, juste pour dire que nous sommes au terme de cette présentation, chers collègues, chers collaborateurs, c'est la substance de l'information que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. Et permettez-moi, avant de conclure, de revenir sur les messages clés que nous vous demandons de nous aider à diffuser le plus largement possible auprès de vos différents réseaux de travail, auprès des collaborateurs, des gestionnaires de programmes et des prestataires. Le premier élément, c'est que sur la base des données disponibles à ce jour, il n'est établi aucune relation formelle entre le risque accru d'acquisition du VIH chez les femmes utilisant les méthodes contraceptives hormonales, notamment injectables, et de ce fait, l'OMS ne recommande aucune restriction pour l'utilisation des méthodes contraceptives hormonales combinées, des contraceptifs hormonaux à seul progestatif ou des implants à seul progestatif. De plus, les femmes à risque élevé d'infection par le VIH peuvent continuer à utiliser
les méthodes contraceptives injectables à seul progestatif, dont le DMPA et l'enanthate de norethistérone. Les femmes ne devraient pas se voir refuser l'utilisation des progestatifs seuls injectables. Ils sont classés catégorie 2, donc les femmes peuvent toujours utiliser ces méthodes quand bien même elles sont à risque élevé d'infection par le VIH. Et enfin, l'utilisation correcte et régulière des condoms est essentielle pour la protection contre les IST et le VIH. Donc, merci encore pour votre aimable attention et nous restons à votre disposition pour les questions et les commentaires éventuels. Merci. OK. Merci beaucoup, Léopold, pour la présentation. Nous avons reçu là 3 questions. Alors, la première question, c'est de bien expliciter l'astérix qui est sur je crois que c'est au niveau de Oluwe, de mec par rapport à la DMPA. Et ça, c'est la première question. Et il y a aussi un participant du Bénin, du projet Ancre, qui a besoin des présentations, a demandé en fait les présentations qui soient partagées avec lui, mais aussi a demandé si vous pouvez disposer des disques de MEC 2015 pour le Bénin. Et Dr Afi de la Côte d'Ivoire demande à lui que si les études qui ont été faites ont pris en compte les implants progestatifs. Voilà pour l'instant les questions qu'on a reçues. Et nous espérons qu'il y aura d'autres questions. Et je vois, ok, je vois une autre, peut-être que je vois, peut-être je peux donner, Léopold, tu peux répondre d'abord aux 3 questions. En fait, il y a 2 questions et un commentaire, une requête, pendant que je prends en compte les autres questions qui sont en ligne. Ok, merci, Tripoli, et merci aux collègues qui ont posé des questions ou des commentaires, ou qui ont fait des commentaires. Pour la première question, on peut effectivement revenir sur l'Astérix 1 qui figure sur le tableau du MEC 2015. En fait, comme je l'ai dit, en l'absence de preuves formelles sur le rôle des progestatifs, non, des contraceptifs à seul progestatif injectables dans la survenue du VIH, l'acquisition du VIH, on avait gardé ces progestatifs injectables-là dans la catégorie 1 jusque-là. Ce qui veut dire que leur utilisation n'appelle aucune restriction. Toutefois, le fait de mettre l'astérix au-dessus de 1 permet de donner des clarifications ou des éléments d'information additionnels aux clientes pour faciliter la prise de décision éclairée. Et donc, cet astérix-là voulait simplement dire qu'il y a encore des incertitudes sur le risque supposé d'acquisition du VIH pour les femmes qui utilisent ces progestatifs, ces contraceptifs injectables à seul progestatif, que sont le DMPA et le NETN. Et on ne sait pas encore, sur la base des études disponibles, si l'utilisation de ces méthodes contraceptives-là favorise ou ne favorise pas l'acquisition du VIH. Et compte tenu de ces incertitudes, les femmes qui optent pour ces méthodes peuvent les utiliser
mais en faisant attention à se protéger et à prendre les mesures adéquates contre l'acquisition du VIH, notamment à l'utilisation régulière et correcte des condoms. Donc voilà en fait pourquoi cette astérisque était mise sur le 1. Et pour notre collègue du Bénin, je crois qu'il n'y a pas de problème. On pourra partager la présentation avec vous, je crois avec tous les participants au webinaire. Et ce que je voudrais ajouter par rapport à l'acquisition des disques, c'est que nous avions commandé une certaine quantité de disques 2015 en français pour le Bénin. Nous allons nous renseigner auprès du bureau de l'OMS pour voir si ces disques-là sont arrivés ou pas encore. Si ces disques ne sont pas encore arrivés, nous allons voir comment accélérer le processus. Mais de toute façon, ce que je voulais ajouter, c'est que ces disques ne coûtent pas cher du tout. Et en discussion avec l'OMS, Bureau Pays, les autres partenaires de la planification familiale, on peut facilement commander ces disques-là à partir donc de Genève. Sinon, je crois que la quantité qu'on avait commandée pour le Bénin, c'est 10 000 disques, afin de rendre disponible le plus largement possible ces disques-là au niveau des centres de santé, mais également des écoles de formation. Et la troisième question, c'est le docteur Afi de la Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne les implants progestatifs, effectivement, ils ont été pris en compte dans cette étude-là, et au même titre que les autres méthodes injectables à seul progestatif. Ok, Merci. Léopold, merci beaucoup. Il y a une quatrième question. Un collègue qui dit que récemment, en janvier 2017, elle a suivi à Dakar une communication en présence de l'OMS sur une association entre l'augmentation du risque de VIH chez les sujets à risque et l'utilisation du DMPA. Est-ce que dans la revue de la littérature de l'OMS, vous avez vu ces études? Quelles étaient ses limites pour arriver à une telle conclusion qui a bien fait peur à tout le monde? Peut-être que vous allez expliquer, Léopold, parce que là, il y a, en fait, il n'y a pas d'association, il y a pas d'augmentation de risque. Il faut aussi parler des incertitudes que les études ont révélées. Donc, je te remets la parole. Ok, merci. Merci pour cela. Effectivement, c'est un élément très important de discussion. Comme nous l'avons vu, il y a beaucoup de problèmes méthodologiques au niveau des différentes études. On a dit également que la revue a pris en compte des études qui ont été réalisées entre 2005 et 2016. Donc, c'est quand même une vaste période qui a été considérée. Et quand on voit l'ensemble des études qui ont été réalisées pendant cette période, on devrait pouvoir arriver à tirer des conclusions. Et malheureusement, d'abord, il y a beaucoup d'études qui ne répondent pas aux critères d'inclusion, comme on l'a vu. Et deuxièmement, comme on l'a vu également, il y a la qualité même des études. Il y en a qui sont donc classées très faibles, pour la plupart, notamment en rapport au DMPA. Là. La plupart des études sont classées très faibles, faibles, ou alors faibles à modérées. Donc, il y a encore, on ne peut pas prendre des décisions vraiment rationnelles sur la base des études de cette faible qualité-là. Surtout lorsque les conclusions sont encore contradictoires à l'intérieur même des études et entre les différentes études.
et avec notamment en plus les nombreux biais et facteurs de confusion qui ont été relevés. Donc, il y a des études qui trouvent qu'il semble y avoir une augmentation du risque. Il y a d'autres qui trouvent qu'il n'y a aucun risque surajouté. Alors, c'est assez difficile de prendre des décisions rationnelles. Donc, ce que je voulais ajouter également, c'est que, comme je l'ai dit en conclusion, l'OMS est en train de soutenir un certain nombre d'études plus poussées encore à la matière. Et on sait que les études les plus intéressantes sont les essais cliniques randomisés. Et ce sont ces études-là qui peuvent vraiment nous aider parce que c'est des études de plus haute qualité. Et il y a une de ces études qui est actuellement en cours, c'est Ecotrial, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette étude-là, c'est une vaste étude qui prendra 36 mois, je crois. Oui. Et malheureusement, dont les résultats ne seront disponibles qu'en 2019. Donc l'étude est en cours et actuellement nous espérons beaucoup des résultats de cette étude-là. Donc il y a plusieurs bras qui sont donc considérés dans cette étude-là, avec 7800 femmes qui sont prises en compte, qui seront prises en compte du moins, avec un âge entre 16 et 35 ans. Et donc, je crois que dans l'ensemble, on pourra avoir des résultats intéressants avec un bras de 2600 femmes utilisant le DMPA, un bras de 2600 femmes utilisant les implants à base de levonorgestrel et un bras de 2600 femmes utilisant donc le DU au cuivre. Donc, je crois que on a beaucoup d'espoir sur les résultats de cette étude-là pour affiner les recommandations. Merci. Okay. Merci Léopold. Je crois qu'il y a une autre question qui vient de tomber sur l'écran. Bonjour, au regard du niveau d'instruction des femmes en Afrique subsaharienne et le niveau relativement faible du pouvoir de décision des femmes, quelles sont les stratégies recommandées par l'OMS pour l'amélioration de l'offre des soins en planification familiale dans cette partie d'Afrique? Voilà cette question. Est-ce que je veux répéter pour toi? Non. Ça va? Je crois que ça va, oui. Je crois que pour l'OMS, un accent particulier doit être mis sur d'abord la disponibilité d'une gamme variée de méthodes contraceptives. C'est un élément fondamental parce que même si les femmes ont l'information et qu'elles n'ont pas accès aux méthodes contraceptives, cela reste toujours un problème. Donc, il y a la disponibilité des méthodes contraceptives et cela le plus proche possible des femmes. Donc, c'est pour cela que nous soutenons en fait l'approche dite décentralisation, démédicalisation, pour faire en sorte que les contraceptifs soient le plus proche possible des femmes. Et nous faisons également la promotion du task sharing, le partage des tâches, et la distribution à base communautaire des contraceptifs fait partie d'une des réponses donc, relevant de ce task sharing. Le deuxième élément, bien sûr, c'est de travailler à lever les barrières financières. Et cela est un élément important. Comme vous l'avez dit, nous sommes dans une région pauvre et il faudrait faire en sorte que les femmes puissent avoir accès beaucoup plus facilement aux méthodes contraceptives sans courir le risque donc d'une accélération de leur appauvrissement. Donc, nous faisons la promotion de la levée des barrières financières, que ce soit la gratuité ou la subvention au niveau des différents sites de prestations. Et nous appelons les pays à jouer vraiment leur rôle de garant de la santé des femmes en la matière et nous appelons les partenaires
à les accompagner dans ce domaine-là. Le troisième élément, c'est la communication. Il faut que les prestataires soient suffisamment outillés, soient bien formés et aient eux-mêmes l'information adéquate pour pouvoir communiquer toutes les informations appropriées aux femmes, aux clientes et notamment aux adolescents dont les besoins sont de plus en plus exprimés dans nos pays. Donc, c'est un élément important et les prestataires doivent avoir les compétences techniques, mais également les compétences en termes de communication pour pouvoir approcher les clientes, en particulier les adolescentes, de la façon la plus appropriée possible et leur communiquer donc l'information appropriée et guider leur choix donc libre et éclairé, mais de façon responsable. Merci Léopold. Je crois qu'il y a une autre question pour toi. Bonjour, merci pour cette opportunité. Qu'entendons-nous par femmes à haut risque d'infection au VIH? Est-ce les professionnels de sexe ou une catégorie spécifique de femmes? Voilà une question pour toi. Donc, merci pour cette question qui est très importante et qui est récurrente. Je dois d'abord dire que ce n'est pas la première fois que ce terme de femme à haut risque d'infection, que ce soit par le VIH, que ce soit par les IST, apparaît dans les documents de directive de l'OMS, notamment ceux en rapport avec la contraception. Et on verra cela quand on regarde même dans le MEC 2015 et ceux antérieurs. Ce groupe à risque particulier a toujours existé. En fait, ce que il faut dire, c'est qu'il n'y a pas une définition, j'allais dire, mondiale ou harmonisée des femmes à haut risque. C'est vraiment contexte dépendant. Donc, il faut dire, généralement, on considère que dans les populations à haute prévalence de VIH, toutes les femmes et les filles peuvent être considérées comme étant à haut risque. Quand je prends déjà un pays qui a une prévalence de VIH, par exemple, à plus de 1%, on peut déjà considérer que les femmes et les filles qui sont dans ce pays-là sont à haut risque. Maintenant, dans les pays où les populations à faible prévalence, il y a les populations clés, les femmes qui vivent dans les prisons, les travailleurs du sexe, bien sûr, les femmes qui injectent la drogue, les populations de transgenres, etc. Et même dans certaines populations, les adolescents peuvent également être considérés comme étant à haut risque, compte tenu, bien sûr, des nombreux facteurs de risque que nous connaissons que ces populations-là encourent. Mais ce qui est important, c'est de dire que cette définition-là est vraiment contexte dépendant et dépend de chaque pays. Et il est important qu'au niveau de chaque pays, les décideurs et les gestionnaires de programmes puissent s'entendre sur la cartographie des populations à haut risque. Et également, il faut savoir que cela peut changer au cours du temps, en fonction de la migration géographique ou des changements de comportement. Une femme peut être à haut risque aujourd'hui et ne peut être à haut risque l'année prochaine ou dans 2 ans. Et dans l'inverse également, peut être à faible risque cette année et l'année prochaine, on tombe dans la catégorie à haut risque parce qu'on est rentré dans la population, par exemple, des travailleurs de sexe ou qu'on a migré d'une population à très faible prévalence de VIH vers une zone ou un pays à très forte prévalence de VIH. Donc, c'est vraiment une définition qui est dynamique. Et je crois que c'est vraiment important que les décideurs politiques, les gestionnaires de programmes s'accordent
à définir et à cartographier ces populations à haut risque dans chaque pays. Merci. Merci beaucoup, Léopold. Il y a une autre question pour toi. Alors, quelqu'un dit ceci. Je reste un peu perplexe pour les informations à communiquer au sujet des recommandations. Les femmes, donc, peuvent continuer à utiliser toutes les gammes de méthodes, alors que sur la base des données d'enquête communiquées dans son webinaire, le risque même minime peut provoquer des doutes chez ces femmes, surtout dans le cas du progestatif seul injectable qui a été incriminé. Que faire réellement? Ok, merci. C'est une question très importante. C'est pour cela que nous organisons ces webinaires pour justement discuter ces éléments de communication. Il y a vraiment besoin de développer une stratégie de communication pour que les clientes puissent recevoir le message le plus approprié. Déjà, comme nous l'avions dit, cette problématique n'est pas nouvelle. Et même dans les mecs précédents, il était déjà là, comme l'a vu tout à l'heure, même en mettant un pour dire que les femmes peuvent utiliser sans risque, non, je veux dire sans barrière, sans limitation, il y avait quand même l'astérisque qui attirait leur attention sur le fait qu'il y a des incertitudes au niveau des recherches quant à la probable association entre l'utilisation des contraceptions injectables à seul progestatif et l'acquisition et le risque d'acquisition du VIH. Donc, comme je l'ai dit, le fait de passer de la catégorie 1 à la catégorie 2 permet de toujours dire à la patiente qu'elle peut utiliser les mêmes méthodes contraceptives, mais seulement demande aux prestataires d'insister sur la communication et de donner l'information appropriée aux clients. C'est leur droit. Les clients ont droit à l'information appropriée et c'est à elles de prendre la décision de façon éclairée. C'est un élément important. Donc, on a le droit et le devoir, j'allais dire, de donner l'information adéquate. Donc, il faut le dire, sur la base des données disponibles actuellement, on n'est pas à même de conclure pour dire que l'utilisation du DMPA et de Netran augmente le risque d'acquisition du VIH ou pas. Donc, dans ces conditions, ce n'est pas une contre-indication. Les femmes à haut risque peuvent toujours utiliser la méthode, mais elles doivent être informées. Et dans ces conditions-là, si elles optent pour la méthode, elles doivent considérer utiliser des méthodes de protection telles que, et en particulier le condom, mâle ou femelle, en tout cas utilisé de façon régulière et correcte, surtout lorsqu'il y a de nombreux facteurs d'exposition qui sont associés. Donc, c'est vraiment des informations claires à communiquer et c'est un devoir pour nous, en tant que prestataires, de le faire et en sachant que la décision finale appartient à la cliente. Mais il faut toujours insister que jusqu'à présent, il n'y a aucune certitude et il n'y a pas de contre-indication sur la base de ces risques supposés-là. Ils sont vraiment supposés, ils ne sont pas encore établis. Merci. Ok, merci Léopold. Je crois qu'il y a une autre question. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites par rapport aux dispositifs intra-utérins? Moi, je pense que c'est le moment de parler aussi de l'étude qui est en cours de l'ECO-Trial. Yeah. Et puis, Oui. il y a M. Fousseni du Mali, du département VIH du ministère de la Santé, qui veut avoir la présentation. Je pense que c'est une très bonne opportunité pour la bonne collaboration entre les
département de VIH et le département de planning familial. Donc, si tu peux répondre à la question posée sur le DU. Ok, merci pour ce qui concerne le DU. Les études actuelles n'ont pas trouvé de matière à changement. Donc, rien ne change par rapport aux recommandations antérieures. Non. Donc, il n'y a pas de problème particulier par rapport au DI. Le seul changement intervenu sur la base des études disponibles, c'est vraiment les progestatifs, non, les contraceptifs injectables à seul progestatif, notamment le DMPA et le Netran. Et bien sûr, pour la présentation, il n'y a pas de souci, on pourra partager cela. Ok, merci beaucoup. Je crois que je vois juste un commentaire du docteur Zan, mais ce n'est pas une question. Alors, ok, il y a une autre question qui vient du Togo. Ok, merci au présentateur. Je voudrais savoir quelles sont les précautions que l'OMS aide nos pays à prendre pour s'assurer de la qualité des contraceptifs utilisés dans nos pays au regard des médicaments de contrefaçon qui inondent nos marchés et donc nos pharmacies. Ça, c'est la première question. La deuxième question, avons-nous une idée sur les pays concernés par ces études et pourquoi les critères d'inclusion ne sont pas pris en compte de manière rigoureuse? Ok, ça c'est la deuxième question. Je ne sais pas si elle est claire pour toi, Léopold. Je vais la relire une deuxième fois parce que avons-nous une idée sur les pays concernés par ces études et pourquoi les critères d'inclusion ne sont pas pris en compte de manière rigoureuse? Voilà la question. Et les deux questions. La première question, quelles sont par rapport à la qualité des médicaments utilisés et aussi par rapport aux études réalisées. Ok, merci. Pour la première question, je pense qu'elle a trait au contrôle de qualité des produits contraceptifs. Et il faut dire que cette problématique rentre dans le cadre général du contrôle de qualité des produits médicaux. Et il y a un effort particulier qui est fait par l'OMS pour accompagner justement les pays dans ce sens. Et je sais que même l'année passée, au cours du comité régional de l'OMS, il y a un document de stratégie régionale qui a été adopté pour justement insister sur le contrôle de qualité des produits médicaux et accompagner les pays et leur donner justement des directives pour assurer que ce contrôle-là est fait et de façon adéquate pour l'ensemble des produits médicaux, y compris bien sûr les produits contraceptifs. Sinon, je suis tout à fait d'accord que c'est une problématique qui est d'actualité et qui appelle des actions rigoureuses de la part des différents pays, mais également de la part de l'OMS et des autres partenaires qui sont intéressés. Donc, l'OMS suit vraiment de façon rigoureuse la qualité des produits médicaux qui sont sur le marché et en particulier la qualité des produits contraceptifs. Donc, il y a des laboratoires de contrôle de qualité qui sont mis en œuvre et que l'OMS est en train de mettre en place également et de soutenir au niveau donc, de la région pour aider les pays à aller dans ce sens. Et je sais que dans la collaboration avec l'Union africaine, il est également question d'accompagner les pays dans ce sens-là. La deuxième question posée concerne les pays concernés. Je n'ai pas la liste en tête, mais il y a tellement d'études, hein, donc c'est difficile de dire quels sont les pays qui sont concernés, parce que c'est quand même des milliers d'études qui ont été réalisées. Ce que je veux dire simplement par rapport à la prise en compte des critères d'inclusion,
ça ne relève pas de l'équipe de revue, mais plutôt des équipes de recherche, des différentes études de recherche. Parce que, bon, on voit que beaucoup de gens s'intéressent à la recherche, mais malheureusement, quand on essaie de faire le point et d'analyser la qualité des études, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes méthodologiques, il y a beaucoup de biais et de facteurs de confusion qui font que très souvent, on ne peut pas tirer des conclusions rationnelles sur la base d'un certain nombre d'études. C'est malheureusement une triste réalité. Et, nous travaillons également, l'OMS, dans le cadre de l'appui à la recherche en santé, essaie donc de soutenir les pays et les différentes équipes de recherche dans ce sens. Vous savez qu'au niveau de Genève, les collègues peuvent peut-être dire un mot là-dessus, qui nous suivent de Genève. Il y a toute une équipe en charge de la recherche en santé et la reproduction. Et ces équipes-là essaient d'épauler et de soutenir les différents centres de recherche pour leur donner les compétences qu'il faut et les capacités qu'il faut pour vraiment arriver à conduire des études de haute qualité. Parce que, comme on l'a vu, c'est uniquement sur la base de ces études de haute qualité que l'OMS peut prendre des décisions et faire des recommandations appropriées et même réviser ces directives thérapeutiques. Donc, c'est important que on mette beaucoup d'accent sur la qualité des études qui sont réalisées. Merci. Merci Léopold. Je crois que tu as une autre question de l'audience et qui dit ceci. Quand il n'y a pas de certitude sur les résultats des études, la prudence ne conseillerait-elle pas de mettre l'accent sur les condoms? Quand il n'y a pas de certitude sur les résultats des études, la prudence ne conseillerait pas de mettre l'accent sur les condoms? Voilà cette question pour toi. Ok, merci bien. Je crois que c'est vraiment un des messages clés que nous souhaitons effectivement transmettre à travers ces nouvelles recommandations. L'utilisation correcte et régulière des condoms comme élément essentiel de prévention et des IST et du VIH. Je crois que c'est vraiment un message clé, comme je l'ai rappelé dans la conclusion. Et merci en tout cas pour ce rappel-là. Donc, ça fait partie des éléments de communication. Une fois qu'on a donné toutes les informations sur les incertitudes à la cliente, il faut lui dire que, compte tenu de cela, il faut mettre un accent particulier sur la prévention des IST du VIH à travers l'utilisation correcte et régulière du condom, entre autres. Merci. Ok, Léopold, tu as une autre question. Bonjour, permettez-moi de demander le lien entre le DU et l'infection VIH. Doit-on ou pas poser le DU? Deuxième sous-question, quelle particularité pour les femmes qui font la co-infection VIH-tuberculose? Question posée par GG Ilunga de Pathfinder RD Congo. Ça, si tu veux, je peux répéter. Oui, oui. Donc, permettez-moi de demander le lien entre le dispositif intra-utérin et l'infection VIH. Doit-on ou pas poser le DU? Deuxième question, quelle particularité pour les femmes qui font la co-infection VIH-tuberculose? Voilà, pendant que tu réfléchis à la réponse, on a aussi une communication de Manon Lucien de Burkina Faso qui dit merci pour la réponse satisfaisante à ces questions. Voilà, Okay. Léopold, donc les deux nouvelles questions qui nous viennent de la RDC. Ok, merci aux collègues de la RDC pour ces questions importantes également. Je crois pour la première, DU et VIH, comme je l'ai dit, on peut poser le DU chez une femme
qui a le VIH, s'il n'y a pas d'autres facteurs surajoutés. Et sauf, c'est même pas sauf, parce que la seule, c'est le DU à libération de lévonorgestrel qui est classé catégorie 2, mais catégorie 2 veut dire que la patiente est toujours éligible. Donc, on peut, s'il n'y a que le VIH sans autre facteur associé, cela ne constitue pas une contre-indication formelle à la pose du DU. Maintenant, il faut souvent faire attention et voir s'il n'y a pas, par exemple, une infection associée. Voilà, c'est une infection courante, par exemple. Là, on peut différer la pose du DU. Donc, c'est ce que je peux dire pour la première question. Donc, pas de contre-indication formelle en l'absence d'autres éléments surajoutés. OK. Pour la peau du DU chez la femme présentant le VIH. Et la deuxième question de l'association. Co-infection VIH-TB. Ouais, co-infection tuberculose. Je n'ai pas souvenance de particularité possible. On peut vérifier après voir, mais à mon avis, ça ne devrait pas constituer une contre-indication formelle en soi. Mais on peut toujours vérifier. Merci. Ok, merci Léopold. Je ne sais pas si tu as répondu à cette question. Si on considère les études ayant révélé l'association entre l'utilisation des méthodes contraceptives hormonales et le risque de VIH, quels sont les arguments avancés par ces études qui seraient en faveur de cette association? Ok, merci pour la question. Et en fait, les études qui sont en faveur d'une association probable ou d'une augmentation du risque d'acquisition du VIH par l'utilisation de la contraception hormonale établissent un fait. Donc, c'est des études populationnelles et il y a une observation qui est faite que, disons, le risque est beaucoup plus élevé. Le risque d'acquisition du VIH est beaucoup plus élevé chez les femmes utilisant la contraception hormonale, notamment à seul progestatif, injectable, par rapport aux autres. Maintenant, les facteurs explicatifs, il y en a de plusieurs types, mais on sait que, comme il est dans la présentation, l'un des éléments de base, c'est l'affinité pour les stéroïdes. Hein, et maintenant, il y a d'autres éléments en rapport avec, comme il a dit, l'affaiblissement de l'épithélium vaginal et d'autres modifications biologiques qui seraient donc attribuées à la contraception hormonale. Mais il y a tout un ensemble d'explications qui sont faites donc par les différentes études. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de certitude établie. C'est juste des éléments de supposition, mais qui n'ont pas été validés jusque-là. Je crois. Et comme je l'ai dit aussi, il y a beaucoup de contradictions en fait, entre les études. C'est ça qui fait que c'est vraiment compliqué d'arriver à une conclusion formelle. Merci. Ok, merci Léopold. Ok, une question qui est venue à 11 heures et qui dit, pouvez-vous nous dire si des études complémentaires sont en cours pour définitivement lever le risque supposé actuellement rapporté? Je pense que tu as déjà dit ça. Oui, juste effectivement, il y a un certain nombre d'études qui sont en cours. Et comme je l'ai dit, les études vraiment qui peuvent définitivement régler la question, ce sont les essais cliniques randomisés. Malheureusement, ces essais cliniques randomisés, comme on le sait, c'est des études qui sont longues, hein, qui sont coûteuses. Et
Nous avons parlé tantôt de l'étude éco-triale Mhm. qui s'établit donc sur 36 mois avec 7600 femmes prises en compte et dont les résultats sont attendus pour 2019. 19, oui. Et il faut dire qu'actuellement, nous comptons beaucoup sur les résultats de cette étude-là pour pouvoir arriver à des conclusions formelles. Merci. OK. Merci Léopold pour ces réponses. Pour l'instant, en fait, je ne vois pas d'autres questions. Je voudrais remercier tous les collègues qui ont posé des questions très intéressantes, très perspicaces et qui montrent en fait que le sujet est vraiment d'actualité. Et nous voulons aussi dire que nous sommes disponibles pour organiser d'autres sessions de webinaire s'il y a besoin. Et aussi, nous allons pouvoir partager avec tous ceux qui veulent la présentation qui a été faite aujourd'hui, mais aussi le document de référence de l'OMS qui est disponible en français et en anglais, et je crois bientôt en portugais. Euh, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Et je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. Et nous espérons que cette question va être traitée avec tout l'intérêt qui est nécessaire, mais surtout insister sur la collaboration entre les services de planification familiale et les services de lutte contre le VIH, SIDA, pour qu'un même message soit délivré et que les messages se renforcent les uns les autres, que la prévention de VIH, en tout cas, doit continuer. Bien sûr, nous devons insister que la disponibilité des méthodes contraceptives et l'information, qui est critique pour toutes les femmes, doit être disponible à tous les niveaux, à tous les niveaux. Voilà, je crois que il n'y a pas d'autres questions et, et je voulais vraiment encore une fois remercier Léopold, tous les collègues Ado, Steven et tous les collègues qui ont participé à ce webinaire. Merci beaucoup et à bientôt.